J'espère que vous allez bien. Hier, on ne nous a pas vus. Voilà. Hier, j'avais des petits là, je n'ai pas terminé ce point. Ok, super. Donc, rebonsoir à tout un chacun. Euh, Merci. Tel qu'il est prévu hier, aujourd'hui, nous allons passer à la phase payante. Seulement ceux-là qui ont régulièrement souscrit pourront participer à la séance d'aujourd'hui. Donc, comme hier, on n'avait pas fini la phase gratuite, donc, aujourd'hui, nous allons finir la phase gratuite et comme ça, demain, entamer le module. Voilà pourquoi vous aurez constaté que je n'ai pas envoyé la présentation puisqu'on n'avait pas fini. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas envoyé la présentation. Donc, dès qu'on finit maintenant, je vais partager cela par mail et comme ça, vous pourrez maintenant avoir le document de prêt. Et la semaine, non, demain du moins, ça sera carrément une autre présentation. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons poursuivi avec nos exercices sur la formulation des objectifs SMART. Hier, on a formulé quelques objectifs SMART. Ensuite, nous sommes venus sur les indicateurs de performance. Donc, au niveau des indicateurs de performance, nous avons dit que nous avons deux types d'indicateurs et cinq catégories d'indicateurs. Les types d'indicateurs, nous avons parlé des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Et en termes de catégories, on a parlé d'indicateurs d'intrants, d'indicateurs d'activité, d'indicateurs de résultats, d'indicateurs d'effet et puis maintenant les indicateurs d'impact. Donc, on a pris tout le temps hier pour expliquer la différence entre ces différents indicateurs, la différence entre les résultats, les effets et puis les impacts. Donc, on a pris suffisamment du temps hier. On s'est exercé aussi à formuler les indicateurs de performance selon les types, c'est-à-dire qualitatifs et quantitatifs. Nous avons aussi abordé les différents types de catégories, à savoir les outputs, les outcomes et puis maintenant les impacts. Donc, on n'a pas pu terminer les exercices. Peut-être si on finit le cours, on pourrait revenir sur ça à guise de révision. Après cela, nous sommes passés au module 3 qui porte sur le processus de suivi et évaluation où j'ai fait suffisamment de commentaires. Et à ce niveau, nous avons commencé par la planification du suivi et évaluation. Donc, au niveau de la planification de suivi et évaluation, j'ai insisté sur l'importance de la planification dans l'importance de la planification au niveau d'abord du cycle de vie de projet. Et je disais que le cycle de vie de gestion de projet, du moins, où je disais que c'est la deuxième étape essentielle et que c'est vraiment très, très important. Nous avons aussi partagé hier comment on élabore un plan de suivi-évaluation. Le suivi-évaluation qui s'élabore en 6 étapes, à savoir la définition des objectifs de suivi-évaluation, l'identification des indicateurs, le choix des méthodes de collecte, la définition des responsabilités, le budget des ressources et ensuite maintenant le calendrier. Et nous avons aussi présenté ce canevas-là que vous pouvez suivre. Donc, à la phase payante, on aura le temps de revenir sur ça et nous allons même faire des TP pour élaborer à cela pour que vous puissiez avoir la main. Nous avons aussi présenté la matrice de suivi et évaluation et à ce niveau, j'ai insisté sur l'importance de la description de l'indicateur. C'est tellement important puisque ça peut vraiment faire échouer le projet. Puisque là, à ce niveau, si les indicateurs sont incompris, ça veut dire qu'on risque d'aller totalement dans le décor. Nous avons présenté aussi quelques exemples de matrices de suivi et évaluation. Après cela, nous sommes venus sur le calcul des indicateurs de suivi. On va faire des exercices sur ça. Je vais partager à la fin une série d'exercices sur le calcul des indicateurs. On va s'entraîner sur comment on calcule la valeur acquise, l'écart des délais, l'écart des coûts, l'indice de performance des délais, l'indice de performance des coûts aussi. Nous allons voir le taux d'exécution physique et financière aussi, comment on les calcule. On les a survolés hier.
C'est parce que je sais qu'on aura encore suffisamment d'exercices à ce niveau. Et nous avons terminé par ici en abordant les outils et méthodes qui sont utilisés pour le suivi. Et à ce niveau, nous avons parlé des données primaires et secondaires. On a dit que les données primaires, ce sont les données que nous collectons directement sur le terrain. Et les données secondaires, ce sont les données que nous retrouvons dans la documentation. Ça peut être les rapports, des bases de données, etc. Au niveau des méthodes de collecte, nous avons parlé principalement de trois méthodes, les enquêtes, les entretiens et l'observation. Et j'ai dit que si on devait les retenir par ordre, on va parler d'abord de l'observation, ensuite l'enquête et après maintenant les entretiens. Au niveau de l'échantillonnage, nous avons dit que l'échantillonnage nous permet de pouvoir ressortir un sous-ensemble d'un grand ensemble. Voilà, ressortir un sous-ensemble d'un grand ensemble. Et nous avons dit que si l'échantillonnage n'est pas bien fait, on peut avoir trois types de biais. Les biais de sélection, les biais de mesure et puis maintenant les biais de non-réponse. Donc, on s'était arrêté hier à ce niveau sur le calcul de l'échantillon. Et pour pouvoir calculer l'échantillon, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte, à savoir le niveau de confiance, la marge d'erreur, la variance de la population. Et j'ai dit qu'au niveau de confiance, le niveau de confiance qui est surtout recommandé, c'est 95% avec un Z qui est égal à 1,96. Donc, c'est toujours ça qu'on prend souvent. Donc, c'est la valeur correspondant au niveau de confiance. C'est ça qu'on appelle euh, à trouver. Donc, à ce niveau, c'est ça qu'on appelle euh, le Z qu'on vient de donner tout à l'heure. Nous avons aussi la proportion et puis la marge d'erreur. Donc, voilà là où on s'est arrêté hier. Est-ce que après que vous ayez suivi sur YouTube, j'ai vu beaucoup de personnes ont suivi sur YouTube. Est-ce qu'il y a eu peut-être des questions que cela a suscité? Là, vous allez poser rapidement ces questions avant qu'on ne puisse poursuivre dans le cours. Y a-t-il de questions? Est-ce qu'il y a de questions, s'il vous plaît? OK. Donc, je pense que ça veut dire que tout le monde suit jusqu'à ce niveau. Ça veut dire que tout le monde suit jusqu'à ce niveau et c'est déjà très, très intéressant. Oui, monsieur Olivier. Le micro est fermé. Monsieur Olivier, votre micro est fermé. Vous avez levé la main. Ou bien, c'est pas erreur. OK. Monsieur Olivier. Allô? Oui, je vous écoute. Allô, coach? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, oui, allô, coach? Bonsoir. Oui, bonsoir chez vous. On vous écoute. Hmm. En tout cas, toutes mes excuses. Quand j'ai regardé le YouTube, j'ai eu quelques questions, mais je Voilà. suis encore en route. Donc, je ne sais OK. pas si vous allez me permettre peut-être après de revenir là-dessus. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir Ok, après là-dessus. d'accord. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon retour à vous. Hmm. Merci. OK. D'accord. Hier, nous avons vu comment euh, faire le choix de la marge d'erreur et puis, non, du niveau de confiance et aussi euh, de la valeur correspondant au niveau de confiance. Et il y a aussi la marge d'erreur qu'il faut aussi prendre en compte. La marge d'erreur, c'est une mesure de précision des résultats. Donc, elle est généralement exprimée en pourcentage. Donc, nous avons 5%
Nous avons 2% et puis nous avons 10%. 5%, c'est la marge d'erreur la plus courante, donc dans les sondages et les études de marché. Donc, elle signifie que le résultat peut varier de 5% par rapport à la valeur réelle. Donc, quand vous prenez la marge d'erreur de 5%, c'est ce que ça veut dire. Nous avons la marge d'erreur de 2% aussi, qui est un choix plus précis, donc souvent utilisé pour des études où la précision est aussi cruciale. Et enfin, la marge d'erreur de 10%, qui est choisie pour les études préliminaires ou une estimation approximative, donc qui est vraiment suffisante. Donc, voilà à ce niveau ce qu'il faut faire. Donc, au niveau du choix de la marge d'erreur, la marge d'erreur la plus petite, c'est 2%, comme vous le savez, et la marge d'erreur euh, la plus grande, c'est 10%. Donc, généralement, les gens sont souvent au milieu pour une marge d'erreur égale à 5%. Donc, quand on prend, par exemple, le niveau de confiance à 95%, par exemple, ça veut dire qu'à ce niveau, la marge d'erreur qu'on peut choisir, ça ne peut qu'être 5%. Ça veut dire qu'on accepte une variation de 5% par rapport à la valeur réelle. On va prendre un cas pour que vous puissiez comprendre l'utilité. Une organisation professionnelle agricole, c'est ça qu'on appelle OPA, souhaite estimer le rendement moyen des cultures de maïs dans le Borgou. Le Borgou, c'est un département du Bénin. Elle veut savoir l'engrais SSP, elle veut savoir l'engrais SS, si l'engrais SSP améliore significativement le rendement par rapport au NPK. Ce sont deux types d'engrais vivriers. Donc, pour ce faire, l'organisation décide de mener une étude sur un échantillon de producteurs. Je rappelle que c'est un cas réel. Pour ceux qui sont au Bénin, ils vont comprendre que depuis un moment, on avait la rupture de l'engrais de type NPK. Donc, la Sodeco a proposé un nouveau type d'engrais qui est le SSP que les producteurs sont en train d'utiliser. Donc, ils l'ont utilisé pendant 2 années. Donc, on voulait faire une étude pour voir un peu entre les deux types d'engrais, quel est le type d'engrais qu'on peut vraiment conseiller aux producteurs face à l'adoption. Donc, voilà ce qui était lancé comme étude. Et il y avait 500 producteurs qui avaient utilisé le SSP en son temps. Et le niveau de confiance souhaité, c'est 95%. Et la marge d'erreur qui est souhaitée, qui est de 4%. Je rappelle ici que ce n'est pas dans les normes, mais n'oubliez pas qu'on a dit la plus petite, c'est 2% et la plus grande, c'est 10%. Donc, dans les normes, normalement, on ne doit pas quitter cet intervalle-là. Donc, je n'ai pas voulu prendre les 5% pour attirer votre attention que vous devez choisir entre 2 et 10%. Mais ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est des chiffres qui sont proches de 5, c'est-à-dire soit 4, soit 6, etc., ou au pire des cas 10. Donc, la proportion estimée ici, ayant un rendement supérieur à la moyenne, quand on prend au niveau des données, on l'a estimé à 50%. Donc, on veut calculer maintenant la taille de l'échantillon nécessaire pour estimer le rendement parce qu'on n'a pas les moyens pour questionner les 500 producteurs. Donc, nous irons calculer maintenant la taille de l'échantillon. Donc, c'est la formule, ça. Ça fait n égale à z au carré multiplié par p, la proportion, 1 moins la proportion sur maintenant l'estimation au carré. Donc, nous avons pris la marge d'erreur du moins au carré. Donc, retenons que ici, nous allons faire un calcul en appliquant, bien sûr, ici, vous allez voir que nous avons 1,96 au carré. C'est ça ici le Z. Et nous avons la proportion qui est de 50%, c'est ça. Donc, on utilise souvent les chiffres décimales. Donc, ça va faire 50 divisé par 100. Donc, ça fait 0,5. Voilà, un chiffre, des chiffres décimaux, excusez-moi. Donc, ça fait 1 moins maintenant encore la proportion sur maintenant la marge d'erreur. Donc, vous allez voir que quand on calcule, on a trouvé combien? 600,25. Donc, la taille minimale ici de l'échantillonnage nécessaire est d'environ 600. Donc, cependant, comme la population totale est de 500, cette taille dépasse la population. Donc, dans ce cas, on peut opter pour un échantillon de 500 en raison de la taille. C'est ce qui se faisait avant. Ça veut dire quoi? On a 500 producteurs, on a voulu prendre un échantillon. Quand on applique cette formule-là, on constate que ça dépasse les 500. Donc, ça veut dire que l'échantillon minimal normalement qu'on devait avoir pour les 500 producteurs, c'est 600.
ce qui n'est pas raisonnable. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ira calculer ce qu'on appelle l'échantillonnage ajusté. On ira calculer ce qu'on appelle l'échantillonnage ajusté. Donc, on va voir ça un peu plus loin. On prend encore un cas. Une entreprise souhaite savoir quel pourcentage de ses clients sont satisfaits de ses services. Donc, elle décide de réaliser une étude auprès d'un échantillon de clients pour estimer ce taux de satisfaction dans la population. Donc, l'entreprise a 10 000 clients. Vous voyez, on ne peut pas questionner 10 000 clients. Ça va nous coûter cher. Le niveau de confiance souhaité, c'est de 95%. Donc, le Z est égal à 1,96. La marge d'erreur souhaitée qui est de 5%, donc E qui est égal à 0,05. Et la proportion estimée est de 50%. Donc, on applique la formule. Ici, vous verrez qu'on a trouvé 384,16 et il n'y a pas 0,16 hommes. Donc, on arrondit toujours en défaut, puisqu'on veut moins. On ne peut pas arrondir en excès. Donc, de 384,16, donc on aura 384 clients. Ça veut dire que pour pouvoir questionner les 10 000 clients là, si on prend l'échantillon de 384, c'est qu'on a un échantillon représentatif. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, nous allons voir maintenant la formule pour pouvoir calculer l'échantillonnage ajusté. Donc, on appelle N ajusté. Pour calculer l'échantillonnage ajusté, vous prenez la taille de l'échantillon initial multiplié par la taille de la population totale, c'est-à-dire ce que vous avez calculé multiplié par la population totale. Maintenant, vous divisez par l'initial plus total moins 1. Donc, on prend le cas ici pour que vous puissiez comprendre. Je l'ai montré hier. Toujours une OPA pour les engrais. Et ici, la population, ça fait 250 producteurs dans les collines cette fois-ci. La proportion qui est estimée qui est de 60%. Et la marge d'erreur qui est de 5% et le niveau de confiance qui est de 95%. Vous voyez? Donc, quand on a calculé, vous allez constater que nous avons trouvé 368. Or, la population totale, ça fait 250. Donc, normalement, avant, qu'est-ce qu'on dira? On ne pourra pas prendre un échantillon représentatif dans les 250 producteurs. Donc, on est obligé de prendre tous les producteurs. Mais avec l'échantillon ajusté, quand on applique la formule, vous allez voir, on se retrouve à 149,2. Donc, comme je l'ai dit, on arrondit par défaut. Donc, ça veut dire que dans les 250, si on questionne 149 producteurs, c'est qu'on a un échantillon qui est respecté, mais qui est basé sur un niveau de confiance de 95%, avec une marge d'erreur de 5% et une proportion estimée de 60% des fermes qui utilisent l'engrais. Donc, voilà l'interprétation qu'on peut faire à ce niveau-là. On peut prendre encore un dernier cas. Après ça, on va laisser la place aux questions s'il y en avait. Un entrepreneur en BTP souhaite évaluer la qualité des matériaux utilisés dans la construction d'une autoroute. Donc, pour cela, il souhaite prélever un échantillon des matériaux provenant de différentes carrières et de différents lots de construction afin de s'assurer de leur conformité avec les normes et standards de qualité. Les données disponibles, on a la taille de la population. Donc, il y a 10 carrières que nous avons qui fournissent des matériaux et chaque carrière livre environ 50 lots de matériel par an. Donc, si on a 10 carrières et que chaque carrière fournit 50 lots, ça veut dire qu'on a au total 500 lots. On est d'accord. La proportion estimée cette fois-ci, nous l'avons pris à 80%. Donc, P égale à 0,8. La marge d'erreur qui est de 4%. Et le niveau de confiance qui est de 95%. Maintenant, on nous demande de calculer l'échantillon. Donc, on ira calculer l'échantillon initial. Donc, on applique la formule que vous connaissez et on trouve combien? 384,16. On pouvait travailler directement avec ça, puisque ici, vous aurez constaté que nous avons 500 lots et on a trouvé 384. C'est moins. Mais quand on voit la différence n'est pas trop grande. Donc, on ira calculer ce qu'on appelle l'échantillon ajusté. Donc, quand on applique la formule, vous aurez constaté qu'on se retrouve à 217,74. Donc là, vous allez constater que le chiffre qui suit dépasse 5. Donc, on va prendre forcément
à l'excès. Mais la norme dit de prendre toujours par défaut. On est d'accord, la norme dit de prendre toujours par défaut. Donc, celui qui prend 217 lots, on ne va pas être contre lui. Mais sachant que la marge d'erreur est de 4% et le niveau de confiance est de 95%. OK. Donc, voilà un peu au niveau de l'échantillon. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au calcul de l'échantillon? Est-ce qu'aujourd'hui, chacun de vous peut, quoi qu'en soit la population que vous avez devant vous, vous pouvez calculer? En quoi c'est important? Peut-être quelqu'un se demande en quoi c'est important. On a dit que le suivi commence du lancement du projet jusqu'à la clôture. Et vous êtes appelé à faire le suivi sur le terrain. Les gens peut-être font des formations, des renforcements des capacités. Tout le projet veut former peut-être 10 000 producteurs. Et pour la première année, vous avez proposé former peut-être 3 000 producteurs. Donc, vous voulez faire votre suivi annuel. Vous n'allez pas aller rencontrer 3 000 producteurs. Vous êtes obligé de vous poser la question, quel est l'échantillon, quelle est la petite partie que je vais suivre? Et là, en ce moment, je peux, après, dire que j'ai tout suivi. Et quand on ira sur le terrain vérifier, on va constater que ça correspond au résultat. Donc là, il lui faut faire un échantillonnage. J'ai 3 000 producteurs. Quel est l'échantillon représentatif que je dois avoir? Donc, un suivi évaluateur doit savoir calculer dans ce cas l'échantillon, puisque dans le rapport, il doit justifier pourquoi ce chiffre. On a formé 3 000. Pourquoi tu es allé sur 200? Donc, il va falloir qu'il explique qu'en fait, j'ai calculé l'échantillon initial et c'était trop, et j'ai calculé l'échantillon ajusté et c'est ça qui m'a donné tel chiffre. Et comme c'est scientifique, ça devait normalement passer. OK, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce que c'est clair, c'est compris? Réalisez tout au moins pour que je sache qu'on m'écoute. Oui, monsieur Jacques, c'est bon. OK, C'est compris. d'accord. On aura à donner des exercices sur ça et j'espère que Oui. ça sera bien traité. OK. Nous allons poursuivre avec une introduction sur l'analyse de données. On va beaucoup plus approfondir de l'autre côté. C'est quoi une analyse de données? C'est l'étape où les données sont collectées, où les données collectées de moins sont analysées, donc sont examinées, sont traitées, interprétées pour tirer des conclusions utiles. Donc, quand on dit analyser les données, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas que de prendre des données collectées normalement. Donc, il faut d'abord les collecter, ensuite faire un travail de nettoyage, c'est-à-dire prendre, séparer les bonnes données des mauvaises données, les traiter, les interpréter à travers peut-être les graphes ou bien des trucs, et puis maintenant tirer des conclusions. Cela va vous permettre de pouvoir vraiment tester un ensemble d'hypothèses, de générer un ensemble d'insights qui facilite la prise de décision. Donc, l'analyse des données peut être appliquée dans de nombreux domaines tels que le marketing, la finance, la santé, le développement des produits, la gestion de projets, etc. Aujourd'hui, l'analyse de données, c'est sur tous les plans. C'est sur tous les plans. Nous allons faire l'effort de vous montrer le maximum au cours de cette formation. Et là, ceux qui veulent peut-être approfondir leur formation, nous avons un pack de formation à part sur l'analyse de données. C'est des vidéos qu'on a déjà préconçues qui vont vous permettre d'approfondir les connaissances de l'autre côté. Mais ce dont vous avez besoin dans le cadre de cette formation, on fera l'effort de mettre toutes ces informations à votre disposition et de s'assurer aussi que vous maîtrisez vraiment cela. Alors, quels sont les objectifs de l'analyse de données? Le premier objectif, c'est de pouvoir identifier les tendances et les relations, de tester les hypothèses et puis de prévoir les résultats futurs. Quand on dit identifier les tendances, ça veut dire quoi? C'est d'essayer de voir quel est le niveau de satisfaction, par exemple. D'essayer de voir est-ce que ce qu'on propose à la cible, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, est-ce qu'elle apprécie, est-ce qu'elle n'apprécie pas. C'est ça les tendances. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Ça nous permet aussi de pouvoir tester des hypothèses. Peut-être qu'on avait affirmé quelque chose, on peut dire, peut-être les bonnes pratiques qu'on est en train de vulgariser sont acceptées par tous les producteurs. Ça, c'est une hypothèse.
Qu'est-ce qui va nous permettre de confirmer ou d'infirmer ça? Ça ne peut qu'être les données que nous allons collecter, que nous allons nettoyer, que nous allons analyser, tout ceci avant de pouvoir ressortir ce que nous voulons vraiment. Prévoir les résultats futurs, c'est de voir les anciennes tendances. Et déjà, les tendances qu'on a aujourd'hui, comment on peut se projeter? On peut se projeter sur quelle tendance? Peut-être qu'aujourd'hui, les tendances ne sont pas bonnes. Est-ce qu'on peut se projeter sur 2 ans, 3 ans, et en ce moment, on pourra dire que les tendances sont bonnes, etc., etc. Voilà ce qu'il faut retenir au niveau des objectifs de l'analyse de données. Maintenant, quelles sont les étapes de l'analyse de données? Je l'avais déjà cité. La première étape, c'est la collecte des données. L'analyse de données commence toujours par la collecte des données. Beaucoup de personnes pensent que l'analyse de données vient après la collecte de données. Ça, c'est une grave erreur. On commence toujours l'analyse de données à travers la collecte. Il y a même un plan de collecte de données. D'autres même appellent ça un plan d'analyse de données qu'on élabore à part. Donc, et c'est dedans qu'on précise la collecte de données qu'on va faire, qui est la première étape. Quelles sont les données primaires collectées? Quelles sont les données secondaires à collecter? J'avais déjà expliqué c'est quoi données primaires, c'est quoi données secondaires. Donc, une fois que nous avons collecté ces données-là, nous allons faire ce qu'on appelle le nettoyage de données. Pour ceux qui ont utilisé, par exemple, Kobo Toolbox pour une fois, vous aurez constaté que, par exemple, quand on extrait le fichier, par exemple, en XLS, on constate qu'il y a beaucoup de colonnes inutiles. Il faut supprimer ces colonnes. Il y a peut-être des lignes inutiles. Il faut supprimer ces lignes. Il y a peut-être des doublons. Il faut supprimer ces doublons-là. C'est ça qu'on appelle nettoyer. Donc, on enlève tout ce qui est erreur, tout ce qui est valeur incohérente, on enlève tout cela. Ça peut être la gestion du moins des valeurs manquantes. Ça peut être la correction des erreurs de saisie. Ça peut être la suppression de doublons, je l'ai dit. C'est tout ça là qu'on appelle le nettoyage. Ensuite, quand vous avez fini de... Ensuite, quand vous avez fini de pouvoir nettoyer les données, vous allez maintenant explorer les données là. C'est ça qu'on appelle l'analyse descriptive. Donc, vous allez essayer de les explorer afin de pouvoir sortir les premières tendances. Ça peut être soit en calculant la moyenne, la médiane, le mode, les cas types, ça dépend vraiment du cas dans lequel vous êtes. Ça vous permet vraiment de pouvoir sortir toutes ces informations. Ensuite, maintenant, vous allez passer à l'analyse proprement dite. C'est en ce moment que vous allez confirmer tout ce qui est hypothèse. C'est en ce moment que vous allez confirmer tout ce qui est hypothèse ou infirmer tout ce qui est hypothèse. Après ça, vous allez interpréter maintenant les résultats. Vous allez donner vous-même, quand vous avez collecté, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous retenez de ça? Et après cela, maintenant, on va présenter les résultats sous forme de rapport, sous forme de visuel, sous forme de tableau de bord. Un bon suivi évaluateur doit maîtriser le plus Excel. Vous avez les autres outils qui sont là, sont évolutifs. Et les autres outils, là, vous allez voir, chaque jour, on a des outils qui sortent. Mais au niveau de Excel, c'est vrai qu'on a de nouvelles versions qui sortent, mais vous allez constater que quand vous maîtrisez ça, ça vous permet d'avoir une maîtrise totale. Donc, je vous propose de miser beaucoup plus sur Excel. On aura une séance spéciale sur Excel. On va prendre une journée spéciale, une soirée spéciale sur Excel. Après ça, on va vous donner des exercices. Et le lendemain, on va encore faire Excel. Ça sera en ce moment sur la correction des exercices. Je tiens à ce que vous ayez tout au moins 30 à 45% de maîtrise de Excel. Sinon, ça vous sera vraiment difficile, surtout pour la visualisation, les tableaux de bord, les rapports, etc. Ça sera compliqué. Et si vous ne maîtrisez pas ça, quand je vais vous amener sur Power BI, quand je vais vous amener sur Power Pivot, je vais vous embrouiller. Ça là, c'est clair. Donc, il va falloir ceux-là qui n'ont pas un bon niveau en Excel de commencer déjà par se coacher. Voilà. Donc, nous allons prendre un cas encore. Une entreprise de vente au détail veut analyser les ventes mensuelles de son produit phare, par exemple un téléphone mobile, sur une période de 6 mois pour mieux comprendre
les tendances et prendre des décisions stratégiques. Les données des ventes mensuelles pour les 6 derniers mois sont les suivantes. Janvier 250, février 300, mars 280, avril 270, mai 320 et puis juin 290. L'objectif de l'analyse est de déterminer les mesures statistiques de base qui permettront à l'entreprise de mieux comprendre ses performances en termes de vente et d'identifier les tendances et les anomalies. Donc, on nous demande de calculer les mesures de tendance centrale, c'est-à-dire la moyenne, la médiane et le mode. Ça, c'est pour des révisions parce que c'est des choses que vous connaissez déjà, de représenter les données à l'aide des graphes et d'identifier les anomalies ou les tendances. Donc, vous connaissez la moyenne. La moyenne ici, pour calculer la moyenne, ça fait la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. C'est comme ça on le fait. Donc, on a juste fait les chiffres qui sont là, leur somme. Et comme on nous a dit 6 mois, on a fait diviser par 6. Ça nous a donné 285. Donc, la moyenne des ventes mensuelles est de 285 unités. Donc, la moyenne de vente autour de ces 6 mois de vente de téléphone, ça fait 285. Donc, quand on dit de calculer la moyenne, vous faites juste la somme des ventes divisé par le nombre de ventes. Voilà, le nombre de valeurs de vente du mois. Donc, ça fait sur 6. Ensuite, nous devons calculer la médiane. La médiane, c'est la valeur qui sépare les données entre deux parts égales. Vous aurez constaté que quand on a fini de calculer là, on a fait une petite interprétation. Donc, c'est en fait ça le travail de suivi évaluateur. Ce n'est pas que de calculer les chiffres. Quand on calcule le chiffre, qu'est-ce que le chiffre là veut dire? C'est ça le rôle du suivi évaluateur. Pour calculer la médiane, c'est très simple, hein. La médiane est la moyenne des deux valeurs centraux. Et on va voir que vous aurez constaté qu'on a aligné les chiffres là par ordre croissant. Donc, même si on avait 1000, Excel gère ça très, très facilement. Donc, je pense que j'ai prévu aussi vous montrer comment utiliser Excel et l'intelligence artificielle pour aller très vite. C'est prévu dans la formation. Donc, à ce niveau, on va beaucoup plus insister dessus. Donc, vous aurez constaté que nous avons 6 valeurs. Donc, les valeurs les plus proches, c'est la troisième et puis la quatrième. Donc, on a juste calculé le juste milieu, c'est ça la médiane. Donc, la médiane des ventes est aussi égale à 285. Pour calculer le mode, on va calculer le mode. Donc, le mode, c'est la valeur qui apparaît le plus fréquemment dans l'ensemble des données. Donc, si aucune valeur ne se répète, ça veut dire qu'il n'y a pas de mode. Et c'est notre cas. Pour calculer la variance, c'est un peu compliqué parce que là, il faut faire la somme des carrés. Là, il faut faire d'abord la différence avant de faire normalement la somme. Donc, ça va faire la différence d'abord entre la moyenne et puis maintenant euh, les grandes valeurs qui sont là. Donc, c'est ça qu'on appelle l'écart type. Vous aurez constaté que nous avons fait, nous avons fait ce calcul-là. Nous avons pris la vente du moins la moyenne, la vente moins la moyenne, la vente moins la moyenne. On élève chaque fois au carré. Et c'est après maintenant qu'on fait la somme. Maintenant, divisé par le nombre de fois moins 1. Donc, ça fait 6 moins 1. C'est ça qui nous donne 590. Et comme l'écart type est élevé au carré, pour trouver l'écart type même, il faut faire la racine carrée du résultat, ce qui nous donne 24,3. Donc, l'écart type des ventes mensuelles est de 24,3. Donc, on nous demande aussi de calculer la plage. Donc, généralement, la plage, on prend seulement le chiffre le plus élevé moins le chiffre le plus petit. Donc, c'est ça qui nous donne une plage de vente de 70 unités. Maintenant, nous allons interpréter chaque résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau de la moyenne et la médiane, on dira que il y a égalité entre les deux. Donc, ça veut dire que cela suggère que les ventes sont globalement équilibrées autour de cette valeur avec peu de biais vers des valeurs plus faibles ou plus élevées. On a calculé l'écart type qui est là. Cela signifie qu'il existe une certaine variance dans les ventes mensuelles. Là, à ce niveau, j'ai fait une erreur de saisie là. Donc, cette dispersion
n'est pas énorme, mais elle indique qu'il y a des mois où les ventes diffèrent significativement de la moyenne. Au niveau de la plage qui est de 110, donc entre les ventes les plus faibles et les plus élevées, cela montre une certaine variance mensuelle. Par exemple, les ventes de mai sont nettement supérieures à celles de janvier. Donc, sur la base de cette analyse, ça, c'est ce qu'on a interprété. Maintenant, quelles sont-ils comme conclusions? Sur la base de cette analyse, les ventes semblent assez stables, avec une légère tendance à augmenter, notamment en mai. L'entreprise pourrait se concentrer sur l'augmentation des ventes pendant les mois plus faibles, comme janvier et avril, en ajustant les stratégies marketing, en laissant des promotions, en lançant des promotions du moins et en ajustant des prix. L'anormalie, c'est que les données montrent un pic de vente dans le mois de mai, ce qui pourrait être dû à une campagne publicitaire ou à un autre événement externe. Donc, l'entreprise pourrait analyser plus en détail ce mois pour comprendre ce qui est la cause de cette hausse. Donc, vous voyez comment on a pris des données, on est allé calculer des grandeurs. Bon, on suppose que ces données ont été collectées, ont été nettoyées, ont été explorées. On est d'accord. Donc, nous, maintenant, on est arrivé au niveau de pouvoir les valoriser. Donc, après ça, il faut les interpréter. Donc, après avoir calculé chaque élément, on les a interprétés tels qu'on les a trouvés. Après l'interprétation, on tire maintenant la conclusion. En fait, c'est cette conclusion-là que le décideur veut et c'est sur la base de ça que le décideur va prendre une décision. Voilà pourquoi on dit que le suivi évaluateur fournit les outils d'aide à la prise de décision. Donc, si l'analyse a été mal faite, ça veut dire qu'une mauvaise décision sera aussi prise. Je continue. Nous avons aussi ça, on vient de voir, ce qu'on vient de voir, c'est ça qu'on appelle la statistique descriptive. Nous allons voir ce qu'on appelle maintenant la statistique inférentielle. Donc, cette statistique nous permet généralement de faire ce qu'on appelle les prédictions sur une population plus large à partir d'un échantillon donné. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On teste des hypothèses. Donc, on donne une hypothèse et on teste cette hypothèse-là par des calculs et par des interprétations. Et il y a aussi l'intervalle de confiance qu'il faut aussi prendre, qui est l'estimation d'un paramètre de population, comme par exemple la moyenne. Donc, quand est-ce qu'on utilise le test T? Bon, ça, à ce niveau, c'est un truc scientifique, donc on utilise souvent. Premièrement, c'est pour la comparaison des moyennes. Autre chose, c'est pour un échantillon de petite taille et c'est pour aussi les données normales. Donc, quand vous avez un échantillon qui est déjà trop, donc supérieur à 30, cette technique-là ne va pas marcher. Donc, c'est sûr que vous entendez rarement parler, c'est justement à cause de ça. Donc, le tester pour un échantillon, comme je l'ai dit, c'est de comparer les moyennes des échantillons. On a les tests indépendants et les tests appariés. Ça, j'ai juste voulu en parler. Sinon, c'est des cas qu'on utilise vraiment plus pour ne pas perdre vraiment du temps. Donc, est-ce qu'on peut prendre encore une autre série de questions? Est-ce qu'il y a une autre série de questions avant qu'on aborde le module 4? Oui, monsieur Mohamed. Oui. Bon, je pense que si à la fin de cours comme ça, vous nous donnez des exercices à faire, Oui, je pense qu'en sortie de là, peut-être s'il y a des lacunes, il y a un manque, on peut vous revenir. ok. Sinon, comme Il y ça, a, on peut pas poser il des y en questions a complémentaires. tellement. À la fin, je Ah, vais d'accord. partager des séries d'exercices. Il n'y a pas de problème, monsieur. Oui, il y en a. Donc, qui va vous permettre de pouvoir réviser suffisamment. Ok, Il n'y a pas de problème, monsieur. merci. Ok. Donc, au niveau des outils de suivi et évaluation, je rappelle qu'on était à la phase gratuite. Donc, je ne suis vraiment pas rentré dans les détails. Ça ne veut pas dire qu'en finissant cette partie, on a déjà vu les outils de suivi et évaluation. Non, non. Au niveau des outils de suivi et évaluation, je vous conseille pour chaque projet d'élaborer votre propre tableau de bord. Peut-être si on finit vite, je vais
juste vous présenter, puisque l'objectif, c'était de juste présenter. Donc, vous allez voir un tableau de bord, par exemple, qui a été élaboré. Et ce tableau de bord concernait un projet avec les indicateurs qui sont classés de A à Z. Donc, le tableau de bord de suivi, c'est un outil essentiel pour la gestion de projet permettant de suivre l'avancement des activités, d'évaluer les performances et de prendre des décisions basées sur les données objectives. Donc, un tableau de bord qui est bien conçu, ça fait moins de problèmes. Alors, comment concevoir et utiliser un tableau de bord? Premièrement, l'objectif du tableau de bord, c'est de suivre les progrès du projet. Est-ce que le projet avance? Est-ce que le projet recule? Etc. C'est de faciliter la prise de décision et c'est de communiquer aussi l'avancement. Nous aurons le temps d'étudier deux logiciels, Gantt Project et MS Project. Donc, ces deux logiciels, chaque logiciel aura une journée. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout voir en une journée, mais l'essentiel que vous devez maîtriser pour commencer par les utiliser, vous devez avoir ça. Et le reste maintenant va dépendre de votre assiduité, de votre curiosité sur certaines choses. Mais le plus important, nous allons vous montrer les bases et aussi l'essentiel pour pouvoir prendre en main ces deux logiciels. Alors, quelles sont les étapes pour concevoir? Premièrement, il faut identifier les objectifs du projet. Quels sont les objectifs de votre tableau de bord? Vous concevez le tableau de bord pourquoi? Et c'est la première étape pour tout outil, pour toute technique en gestion de projet. Pourquoi je veux le faire? Les objectifs sont très importants. Ensuite, le choix des indicateurs clés de performance. Quels sont les indicateurs que je veux suivre? Il faut les définir. Ensuite, la collecte et l'organisation des données. Comment la collecte sera faite? Il y a la collecte hard, il y a la collecte en ligne. On aura à voir ça quand on va commencer l'application des outils. Ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes ignorent que une fois que les données sont envoyées sur Kobo Collect, on peut les connecter en même temps directement à Excel. C'est-à-dire, vous avez votre fichier Excel dans votre ordinateur, les gens envoient les données sur Kobo Toolbox et directement, ça vient dans votre fichier Excel. La seule contrainte, c'est d'avoir une connexion Internet et tout est réglé. Donc, ça veut dire que si vous avez une base de données qui s'actualise comme ça et que vous avez un tableau de bord qui est rattaché, c'est que vous avez toutes les informations en temps réel. Qu'est-ce que je fais souvent comme bonne pratique? Quand nous avons un partenaire qui doit nous accompagner sur un volet donné, je crée d'abord l'outil. Je crée tout ce qui est donné sur Kobo Toolbox, c'est-à-dire les formulaires et autres. Je partage avec Kobo Collect au niveau des agents de terrain. Je connecte maintenant Kobo Toolbox directement à un fichier Excel que j'ai créé dans l'ordinateur. Et quand eux, ils envoient de Kobo Collect à Kobo Toolbox, moi, j'ai directement les informations sur mon fichier Excel et je le connecte maintenant à un tableau de bord qui se charge de faire l'analyse en même temps que je digitalise encore sur Google Sheets. Ce qui fait que quand le partenaire veut savoir où on est, il n'a pas besoin de m'appeler. Il suffit juste qu'il se connecte au compte Google Sheet que j'ai partagé avec lui et il a toutes les informations en temps réel. On en est où pour les crédits? On en est où pour l'accompagnement des producteurs? On en est où pour les formations? On en est où pour la commercialisation? Il a toutes ces informations en temps réel. Nous aurons le temps de vous apprendre ça et à vous de choisir si vous voulez tout digitaliser parce que ça a aussi des contraintes. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps présent pour rapidement corriger ce qui se passe au niveau de Kobo Toolbox parce que c'est aussi la contrainte puisque tout ce qui vient au niveau de Kobo Toolbox est récupéré automatiquement. Donc, il faut être présent ou bien avoir des collaborateurs qui sont présents pour que quand une information est envoyée, si elle est erronée, qu'on la corrige rapidement. Si vous ne faites pas ça, vous faites 2-3 jours avant de venir, les informations erronées iront directement sur le tableau de bord. Et quand le partenaire tombe sur ça, ce n'est pas bon pour vous. Il peut mal l'interpréter. Donc, c'est la seule contrainte. Tout comme vous pouvez faire comme beaucoup le font, c'est de mettre votre tableau de bord à côté. Et chaque fois, vous exportez la base de données de Kobo Toolbox et cette base de données-là est maintenant connectée à votre tableau de bord. Donc, vous avez le temps de faire tout ce qui est nettoyage avant que ça n'aille de l'autre côté. Mais si vous avez une bonne équipe expérimentée et bien formée, ça diminue aussi les biais. Donc,
C'est très important de pouvoir faire tout ce qui est organisation de données de collecte. Cette troisième étape est très importante. L'organisation des données, la collecte, tout ceci, c'est vraiment très, très important. Si vous réussissez cette étape-là, vos tableaux de bord n'auront aucun problème. Donc, ça va vous permettre maintenant de créer votre tableau de bord et maintenant faire des mises à jour régulières, comme je l'ai dit. Soit vous le faites en digital, soit vous le faites en hard. À vous de voir. On va apprendre les deux techniques. À vous de voir quelle est la technique qui vous arrange le mieux. Donc, préparez vos ordinateurs. Il y aura des séances où ce sera rien que ordinateur. Donc, pour les logiciels que nous aurons à utiliser, nous aurons à voir Google Forms, nous aurons à voir Excel, nous aurons à voir Google Sheets, nous aurons à voir Trello et Asana. Je me demande si on peut vraiment les voir, puisque ce n'est plus trop utilisé comme ça. Donc, il y a MS Project aussi que nous allons voir. Bon, il faut dire ici que je dois vous souligner que ce sont des outils gratuits et payants. Hein. Comme tout le monde le sait, Google Forms, tous les outils de Google sont gratuits. Excel est gratuit, à moins que vous voulez utiliser Excel 365 en ligne. Au niveau de Trello et Asana, il y a une partie gratuite et une partie payante. C'est qu'il y a des fonctionnalités que vous n'avez pas accès quand vous êtes dans la version gratuite. Donc, on aura le temps de voir ça. Donc, s'il faut payer un abonnement, vous payez un abonnement. Nous allons venir aussi sur certains outils, par exemple, comme SurveyMonkey, comme d'autres tableaux de bord. Power BI n'est pas payant, c'est gratuit. Je vais vous montrer le téléchargement, comment aller télécharger et installer sur votre ordinateur. Ce n'est pas du tout payant. Quand nous faisons que ce soit Power Query, ça vous pouvez l'avoir facilement sur Excel. Il suffit d'avoir la version récente de Excel. Vous aurez tout ce qui est Power Query, Power Pivot, vous aurez ça. Et s'il y a des extensions qu'on va vous installer, parce qu'il peut arriver peut-être avec des problèmes de mise à jour, s'il y a des extensions à vous installer, on va vous les installer. Et encore aujourd'hui, on a la possibilité de rattacher l'intelligence artificielle à Excel. Ça, je ne l'ai jamais montré à aucune des promotions, donc c'est spécial. Donc, à ce coup-là, je risque de rappeler nos amis des anciennes promotions là, pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. C'est d'ailleurs ce que nous faisons. Quand il y a de la nouveauté, pour ceux-là qui ont suivi les anciennes promotions, on les appelle pour dire, ah, il y a une mise à jour, venez. Et ils viennent, on fait la mise à jour. Parce que vous n'allez pas débourser tous ces francs-là. Et encore, on va vous demander de payer encore pour suivre ce qui est une actualisation. On ne le fait pas. C'est vrai que si c'est un nouveau module que vous n'avez pas suivi, là, vous payez, mais on vous fait une réduction. Mais si c'est le même module, au temps d'actualisation, vous avez le droit de le suivre. La belle preuve, il y a des gens, nous sommes à la 8e promotion, il y a des gens même de la 5e promotion qui sont ce soir avec nous. La 6e promotion aussi. Donc, c'est un peu comme ça. C'était une petite parenthèse. Donc, nous allons finir par ici avec la structure d'un rapport d'évaluation. Quand on dit un rapport d'évaluation, c'est quoi? Puisque c'est le document qui vous permet de rendre ce que vous avez fait. Donc, nous avons 10 étapes et 10 points du moins. La première étape ou bien le premier point, c'est la page de titre. Ensuite, nous avons le résumé exécutif, le contexte de l'évaluation, les objectifs de l'évaluation, la méthodologie, les résultats de l'évaluation, la discussion et analyse, les recommandations, les conclusions et puis les annexes. Donc, on aura le temps de détailler ça de l'autre côté. Donc, voilà un peu, chers amis, ce qui était prévu pour la phase gratuite. Je rappelle que ce cours-là est souvent téléchargé par plusieurs, qui est vendu comme produit digital, ou d'autres le prennent même pour utiliser pour des formations payantes. Mais pour nous, c'est un contenu gratuit. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions pour nous? J'allais dire pour nous, c'est pour nous tous. Hein. Et voici, je vais trouver un tableau de bord à côté ici que je vais vous présenter. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des questions? On est ensemble? S'il y a des questions. Oui, monsieur Olivier.
Mm, Ok, merci beaucoup. Bon, je pense que sur les logiciels, on va y revenir peut-être Oui. par anticipation, Mm. juste savoir un peu, la différence entre Kobo Collect et puis Kobo. Full boss. Je pense que c'est ça. Mm. Mm. Oui. Maintenant, les préoccupations que j'avais, et je Mhm. crois aussi que j'ai quelques réponses déjà. OK. Et il reste un élément. Déjà, hier, on avait, en passant, vous avez souligné la question sur l'expérience professionnelle qui est autour de 10 ans. Alors, la question de savoir quelle attente pour nous qui ne disposons pas d'expérience au cas où une offre se présentait à nous. Et puis, autre préoccupation, bon, je crois que c'est ça. Les autres, j'ai trouvé des réponses OK. et c'est quelques éléments-là OK. que je voulais souligner. Merci. D'accord. C'est vrai que dans la formation, j'ai parlé de 10 ans d'expérience. C'est ce qui est demandé par des grands projets, surtout que ce soit des projets de niveau international et autres là. C'est vraiment très exigeant. Maintenant, ce que nous faisons souvent, on peut, on accompagne les gens pour les aider. Si on peut négocier avec nos partenaires pour leur trouver des attestations. On monte le CV avec eux, on les accompagne pour leur permettre de pouvoir saisir des opportunités. Ça, on le fait pour pouvoir aider ceux-là avec qui on travaille. Donc, à ce niveau, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez ces opportunités. Ce qui est sûr, vous-même, vous avez déjà travaillé quelque part. Donc, peut-être que c'est quelques années d'expérience qui vont vous manquer. Donc, nous, on va travailler à vous donner ces expériences-là. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ensuite, quelle était même la deuxième question? J'avoue que je n'ai pas noté. Euh, C'était sur la différence entre Kobo Voilà, Collect et Kobo Kobo Collect et Toolbox. Kobo Toolbox, c'est bon. La différence, c'est que Kobo Toolbox est une plateforme qui est utilisée sur ordinateur, si je peux le dire. Un site web, si je peux le dire, où vous avez la possibilité d'aller créer des projets de formulaires. Vous créez les formulaires, quel est ton nom, on met ton nom, quel est ton prénom, tu es né où, etc. Maintenant, pour pouvoir renseigner ça, vous devez le renseigner par portable. Donc, la version portable s'appelle Kobo Collect. Donc, nous, on digitalise et on partage et vous recevez ça dans votre portable pour faire les enquêtes. Maintenant, avec les nouvelles versions, vous n'avez plus forcément besoin de Kobo Collect. Il y a un lien qui est généré. C'est le lien là que vous partagez juste et quand les gens cliquent, ils ouvrent. Avant, le lien ne fonctionnait pas avec la connexion, fonctionnait nécessairement avec la connexion. Mais maintenant, même sans la connexion, il suffit en amont d'ouvrir le fichier là où il y a la connexion avant de rentrer là où il n'y a pas la connexion pour que ça puisse marcher. Sinon, quand vous irez là où il n'y a pas la connexion, ça ne va plus s'ouvrir. Alors que Kobo Collect a la version portable, qui est connexion ou pas, vous pouvez collecter vos données et à la fin, vous allez là où il y a une connexion et vous faites ce qu'on appelle la synchronisation. Et ces informations sont maintenant envoyées sur Kobo Toolbox. Et c'est là maintenant que nous avons toutes les informations. On aura le temps d'apprendre ces deux outils-là, comment on les manipule étant superviseur et comment on les manipule étant animateur ou bien enquêteur. On aura une séance spéciale pour ça. Chaque logiciel aura son jour, quoi, sa séance. C'est bon, monsieur Olivier?
Ok, on passe à Madame Saran. Ok, c'est bon. Ok, super. Bonsoir, Monsieur Jacques. Bonsoir, chers collègues. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, ma question, c'est au niveau là où vous avez parlé qu'on doit analyser d'abord les données avant de passer à la collecte. Donc, j'ai besoin d'éclaircissement par rapport à ce niveau. Je n'ai pas bien compris. Ça doit être l'inverse. Hein. Ou bien j'ai... Ah, yeah, ok. Donc, c'est ça. Ah, d'accord. C'est bon? Ou bien je l'ai vraiment dit? Non, peut-être j'ai renversé. C'est le contraire. Ok, d'accord. Merci beaucoup. J'ai cru l'avoir dit. C'est clair maintenant? Ok. Voilà par exemple un tableau de bord que j'ai créé. C'est pour un projet qui est déjà passé où on devait accompagner des acteurs sur le crédit agricole. Donc, voilà ce qui se présente devant le partenaire. Le partenaire, quand il vient, s'il veut voir le tableau de bord, il clique sur le tableau de bord. S'il veut voir le niveau des crédits, il clique sur le crédit. S'il veut voir les indicateurs clés, il va sur les indicateurs clés. Quand je concevais ça, j'ai enregistré du début jusqu'à la fin comment je suis arrivé là. Je peux partager la vidéo avec vous et vous pouvez suivre la vidéo et aussi arriver là. J'ai détaillé ça du début jusqu'à la fin quand je concevais ça. Ça m'a pris des jours, mais j'enregistrais au fur et à mesure. Et j'expliquais aussi. Je ne me suis pas arrêté seulement à la voix. Je peux vous envoyer aussi le fichier source. Donc, quand on clique par exemple sur le tableau de bord, vous voyez, on a combien d'indicateurs? On a 8 indicateurs. Nous avons les indicateurs qui sont atteints. Vous allez voir que quand je survole comme ça, vous voyez, j'ai tous les éléments. Si je veux les indicateurs qui sont atteints, par exemple, je clique là. Vous allez voir, ça va me sélectionner quels sont les indicateurs qui sont atteints à ce jour, en son temps. Je vais dézoomer comme ça pour que vous puissiez voir. Si je veux les indicateurs non atteints, je clique, ça va me faire ressortir les indicateurs qui sont non atteints. Ici, on était juste 5. Il y avait le chef projet où j'étais. Il y avait le conseiller technique accès au marché, le conseiller technique de coaching des jeunes et le conseiller technique innovation agricole. Donc, quand je clique par exemple sur le chef projet, on peut voir directement quels sont les indicateurs que le chef projet doit répondre. C'est l'indicateur 1 et 2. Quand on prend innovation agricole, c'est 3 indicateurs. Indicateur 3, 4, 5. Quand on prend coach des jeunes, c'est un seul indicateur. Quand on prend accès au marché, c'est 2 indicateurs. Donc, vous voyez, on a tous les indicateurs qui sont là. Donc, ça veut dire que quand le partenaire clique, il peut voir clairement quels sont les indicateurs qui sont là à ce niveau. Vous allez constater que ici, on a les communes qui sont là. Le top 3 des communes. Donc, il sélectionne le top 3 des communes où nous avons mis le crédit. Et il fait maintenant l'ensemble global ici. Quand vous regardez en haut, vous allez voir une synthèse aussi. On a 8 indicateurs au total, donc 3 indicateurs qui sont atteints et 5 qui ne sont pas atteints. Et nous avons 4 personnes dans le staff et il nous reste 354 jours. Donc, c'était la durée du projet. Donc, 354 jours. Donc, et en bas ici, vous allez voir, nous avons les indicateurs qui sont là en termes d'hommes, femmes, jeunes. Donc, si je finis, je clique seulement sur retour, je vais me retrouver là. Si je veux les informations sur le crédit agricole, je clique juste là, au niveau du crédit agricole, et vous allez voir les informations sur le crédit vont s'afficher. Tout est touffu, c'est normal, parce qu'il faut sélectionner par commune. Si je veux, on suppose que le partenaire veut savoir les détails du crédit dans la commune de Bembereke, par exemple. Quand il clique sur Bembereke, vous allez voir, ça va me sélectionner uniquement les données de Bembereke. Vous verrez qu'ici, on n'a que les données de Bembereke. Sur la semence, les inoculats, l'engrais NPK, le KDS O4, les herbicides sélectifs et total. Quel est le crédit par SFD? Il y a 2 SFD qui nous ont accompagnés dans cette commune-là, à savoir la CELCAM et nous avons CMMB. Quel est le crédit par CES? Puisque le crédit total, c'est 95 millions. Combien les femmes ont eu?
ça détaille en même temps 46. Et ici, nous avons 90 et quelques. Vous allez voir que quand on fait la somme, on va se retrouver à ce montant qui est là. Et aussi, nous avons les intrants facilités par sexe. Donc, ça développe en même temps tous les indicateurs. Pareil, si je prends une autre commune, vous allez voir que ça va changer automatiquement. Quand vous prenez une autre commune, automatiquement, ça va s'actualiser. Tout ceci, j'ai mis des données derrière. La base de données est derrière ce que vous voyez là. Et cette base de données est connectée à Kobo Toolbox. Et les agents qui sont sur le terrain ont Kobo Collect. Donc, quand eux, ils collectent les données, ils envoient de l'autre côté. Il y a des collaborateurs qui sont connectés pour rapidement faire l'assurance qualité des données qui sont envoyées. Et ces données-là sont envoyées directement sur le fichier Excel qui est connecté à Kobo Toolbox. Et c'est ce fichier-là qui se connecte maintenant au tableau de bord que vous voyez et ça actualise automatiquement. Donc, ce qui fait que quand le partenaire se connecte, c'est qu'il a des informations au jour le jour. Monsieur Gaël, gardez la question, je vais finir tout à l'heure, vous allez poser la question. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Et vous avez toutes les informations qui sont là. Pareil, si on vient sur les indicateurs, si je clique par exemple ici, parce que j'ai la possibilité de cliquer directement sur les indicateurs, vous allez voir que ici, j'ai mis juste des photos pour que ça soit joli, c'est tout. L'équipe, nous avons là chacun avec ses indicateurs. Et ça donne le statut de chaque indicateur. Par exemple, le chef projet a un seul indicateur qui n'est pas atteint. Ici, un seul indicateur. Ici, un seul indicateur atteint, un seul indicateur qui n'est pas atteint. Et quand on vient en bas ici, c'est là, c'est intéressant, on a le résultat de chaque technicien. Vous voyez, les 10 techniciens qui ont été déployés, on a le résultat de chaque technicien. Donc, le partenaire a la possibilité de savoir le technicien qu'on a déployé ici, là. Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les données qu'il collecte? Comment ça avance avec lui sur le terrain? On n'a même pas besoin de tirer sur certaines choses. Et on a le point global qui est là. Donc voilà, ça c'est un tableau de bord simple, simplifié sinon. Il y a plus costaud et plus dense que j'ai développé et qui est même actuellement en train d'être utilisé. Donc voilà un peu, quand on parle de tableau de bord, quoi ça ressemble. Il vous suffit seulement d'avoir de la volonté. On aura le temps de faire des séances. Tout ce que je vous demande, c'est de la volonté. Si vous avez un peu de volonté, on va y arriver ensemble. Merci. Monsieur Gaël, on vous écoute. Oui, bonsoir coach. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Bon, ma question est celle-ci. Je voudrais savoir, n'y a-t-il pas des moyens de faire le nettoyage de façon automatique, c'est-à-dire après soumission des données et sur Kobo Collect par les agents du terrain? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'automatiser? Mais il faut nécessairement que ce soit fait manuellement. Au niveau de Kobo, ce n'est pas possible. Mais au niveau de la base Excel là-bas, c'est possible avec des fonctions. Vous pouvez automatiser des fonctions ou bien des macros. Et là, quand ça vient de l'autre côté, ça va rapidement. Mais il faut dire que ça ne peut pas prendre en compte tous les types d'erreurs. Il y aura quand même des erreurs qui vont échapper, puisque là, c'est une macro et ça va juste exécuter la macro chaque fois que les informations vont venir. Donc, il y aura quelques marges d'erreur. Et n'oubliez pas qu'aussi, il y a certaines fonctions qui respectent la casse. Ça veut dire quoi? On suppose que quelqu'un veut écrire papa. Au lieu, et dans la fonction, on a peut-être tapé papa là, tout en minuscule. Et la personne tape peut-être papa, un P en majuscule dedans ou bien un A en majuscule. Pour la fonction, ce n'est plus la même chose. Vous voyez? Donc, ça peut poser des problèmes. Ou bien, la personne écrit vraiment papa et à la fin, fait encore espace. Sur Excel, c'est autre information. Donc, voilà pourquoi, pour avoir vraiment des données sur moi, ce que je fais, j'ai des stagiaires, je les connais juste avec une restriction de certains assets. Tout ce qu'eux, ils ont à faire, c'est de vérifier l'information et si l'information n'est pas bonne, ils ont les contacts de tous les techniciens. Ils appellent le technicien. Ah, tu as envoyé telle information, hein, l'information n'est pas bonne. Il faut voir. Et en même temps, ils vérifient. Ah oui, c'est vrai. Au lieu de 2, c'était 3. Et lui, maintenant, il a la possibilité de corriger les 3.
Et ce qui est intéressant sur Kobo Toolbox, c'est que tous ceux à qui vous donnez des accès, quand vous revenez, vous pouvez retracer tout ce qu'ils ont fait. Donc, vous avez le temps de voir où il y a eu d'erreurs. Et si un technicien, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, on l'interpelle pour lui demander de se concentrer parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les données qu'il est en train d'envoyer. Mais avec le temps, vous allez voir, quand vous habituez les agents à cela, de moins en moins, ils seront en train de faire des erreurs et vous aurez des données fiables. Vous comprenez, M. Gaël? Oui, merci beaucoup. Le nettoyage est toujours nécessaire. Toujours, peu importe ce que vous allez faire là, c'est toujours nécessaire. Question? Ok, je pense que c'est compris. Donc, on vient de boucler la phase gratuite. Aujourd'hui, on vient de boucler. Oui, monsieur Kofi. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ce que vous avez présenté ce soir, c'est impressionnant. Et voilà, c'est pas bien ça. Oui, allez-y. Je me suis posé beaucoup de questions parce que derrière le tableau de bord, il y a un travail qui a été fait. Oui, oui, je ne sais pas si on aura à apprendre ça aussi. Ah oui, ça là, c'est clair. C'est à apprendre. Comme je l'ai dit, il y a des vidéos déjà disponibles, seulement que on ne pourra pas aller dans certains détails. Mais on va faire au mieux, on va expliquer l'ossature, comment on est arrivé à ce point. On va faire le mieux que possible pour que ça puisse aller chez chacun. Tout ce que je demande, c'est de la volonté. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand on commence, il y a des gens qui démissionnent en même temps. Ils disent que c'est trop difficile. Hein? Ou bien il y a certains qui vont dire, ils ne vont pas que je parle, ils vont dire que c'est moi qui arrière tout le monde. Oh, c'est pas bien. Quand on veut apprendre, c'est qu'on est prêt à rester dans toutes les conditions pour pouvoir apprendre. C'est bon? Donc, vous constatez là que c'est important d'avoir un ordinateur. C'est très important d'avoir un ordinateur. À ce niveau, on doit avoir forcément besoin d'un ordinateur. C'est bon? Oui, c'est bon, coach. Super. Le défi est là. On va avancer. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Super. Bon, j'ai fini ce que j'avais prévu pour ce soir. Hein. Je ne sais pas si peut-être il y a des questions sur le cours. S'il n'y en a pas, on va s'arrêter là. Et en ce moment, je vais vous envoyer le PDF de tout à l'heure, la vidéo aussi de tout à l'heure et aussi les exercices qu'on va corriger demain. On a fini tout, donc vous avez le temps de réfléchir rapidement sur l'exercice qu'on va. Je vais envoyer l'exercice sur tout. Formulation d'objectifs, formulation d'indicateurs, le calcul de l'échantillon, et aussi, je crois que c'est ça qu'on a vu, hein, oui, le calcul de l'échantillon et aussi le calcul des indicateurs de suivi. Donc, voilà les 4 catégories d'exercices que vous aurez. Donc, une série d'exercices et vous allez essayer de réfléchir sur ça toute la journée. Et demain, ça sera séance correction exercice. Donc, si on finit de corriger, ou bien si vous n'êtes pas encore prêt, on commence avec le cours. Et là, pour nous donner encore du temps pour bien réfléchir. Donc, demain, on verra. Si vous avez pu évoluer, on va corriger. Mais si vous n'avez pas pu évoluer, on va commencer avec le cours. Et après, on va voir comment gérer. C'est bon? C'est bon. Ok, merci beaucoup. Je suis en train de rattraper les 2 jours, et puisque les 2 jours, on a fini tard. Donc, aujourd'hui, on finit tôt pour vous permettre de rattraper les 2 jours. Merci à tout un chacun et on se dit à demain. On attend juste les supports.